Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Il est 20h15, c'est Info Soir. Tout de suite, les titres de cette édition. Son Altesse Royale, la Princesse Lal Hasna, participe par visioconférence au lancement par l'UNESCO de la décennie des océans. Lors de son allocution, Son Altesse Royale a rendu hommage à l'engagement personnel et actif de Sa Majesté le Roi sur les questions climatiques et environnementales. Le Maroc organisera la prochaine Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme à Marrakech en octobre 2021. Une lettre d'intention confirmant cet engagement a été signée par le Royaume et le secrétaire général de l'OMT en visite officielle au Maroc. L'Union africaine s'apprête à tenir son 34e sommet ordinaire avec la participation du Maroc. Amina Ben Khalq nous parlera dans sa chronique Un œil sur le monde des enjeux de cette rencontre prévue les 6 et 7 février. La campagne de vaccination se poursuit. Plus de 308 000 personnes ont été vaccinées. À Agadir, nous avons suivi Guy et Jeanne, des ressortissants français âgés de plus de 75 ans, bénéficiaires de la première phase de cette opération. On démarre cette édition avec cette célébration planétaire, le lancement par l'UNESCO de la décennie des océans. L'événement qui s'est tenu par visioconférence a rassemblé plusieurs dirigeants de la planète, des scientifiques et des personnalités engagées dans la protection des océans, parmi lesquels Son Altesse Royale, la Princesse Lal Hasna, qui a lors de son allocution rendu hommage à l'engagement personnel et actif de Sa Majesté le Roi sur les questions climatiques et environnementales. Oussama Al-Bqali. Aujourd'hui s'est tenu un événement d'envergure internationale pour la préservation des océans. A Brave New Ocean, organisé par la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO, cette rencontre virtuelle a rassemblé dirigeants mondiaux, scientifiques et philanthropes. L'occasion pour Son Altesse Royale, la Princesse Lal Hasna, de rappeler l'engagement continu du Royaume pour la cause maritime. Aussi, la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement que je préside est à la fois fière et enthousiaste de rejoindre l'Alliance de la décennie pour les sciences océanographiques. Elle prendra très à cœur son rôle et sa responsabilité dans cette alliance. L'Alliance de la décennie pour les sciences océaniques est un mécanisme onusien visant à consolider la création des connaissances nécessaires pour protéger la biodiversité et le rôle central dans la transition vers l'utilisation durable et équitable de ces ressources. Grâce au leadership du souverain, les énergies renouvelables au Maroc constituent désormais une priorité essentielle. En tant qu'hôte de la COP22 de Marrakech, le Royaume a apporté son appui déterminant à plusieurs initiatives telles que la ceinture bleue pour la pêche et l'aquaculture durable en Afrique. La collaboration de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement et de la Commission océanographique intergouvernementale remonte à 2016 et s'est poursuivie tout au long de ces dernières années. C'est une visite qui intervient dans le cadre des préparatifs de la 24e session de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme qui rassemblera la grande famille du tourisme à Marrakech en octobre 2021. Le secrétaire général de l'OMT est en visite officielle au Maroc. Il a été reçu par le chef du gouvernement et le ministre des Affaires étrangères. Les détails avec Rita Sah. Un nouveau départ, de nouveaux projets, c'est ce qu'a annoncé le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme lors de cet entretien avec Nasser Bourita. Ce dernier a d'ailleurs réaffirmé l'appui du Royaume pour soutenir la relance mondiale du secteur. De son côté, Zoura Pololikashvili a salué les efforts du Maroc dans le développement du tourisme et son positionnement comme destination de premier rang en Afrique. Nous travaillons ensemble sur un plan de relance. Nous annoncerons peut-être le mois prochain la réactivation de l'Académie de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies au Maroc. Nous avons d'ailleurs beaucoup de projets intéressants liés à l'éducation. Quelques heures plus tôt, Zoura Pololikashvili était reçu par le chef du gouvernement, Saadetdine Latmani, qui a mis en exergue les initiatives du souverain pour atténuer les efforts de la pandémie sur le secteur, notamment à travers la mise en place d'un contrat-programme pour soutenir les professionnels du tourisme. Il est très important d'aider le secteur privé. Le Maroc est d'ailleurs doté de nombreux talents. Demain, nous aurons une réunion avec les opérateurs du secteur privé à Marrakech. Il faut être préparé pour les mois qui viennent. Le secrétaire général de l'OMT et sa délégation sont donc attendus dans la ville ocre pour découvrir le lieu qui abritera la 24e session de l'Assemblée générale de l'organisation en octobre prochain. Le Maroc avait d'ailleurs été élu presque à l'unanimité pour accueillir cet événement.
Et une lettre d'intention qui confirme l'engagement du Royaume et de l'OMT quant à l'organisation de cette manifestation mondiale à Marrakech a été signée par le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme et Nadia Ftah Alaoui, ministre en charge de ce secteur. Jazia Al-Hamad. C'est la signature de l'optimisme pour le secteur touristique. Nadia Ftah Alaoui, ministre de tutelle, et Zourab Pololi-Kashvili, secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, ont paraphé ce matin cette lettre d'intention. Objectif, organiser la 24e session de l'Assemblée générale de l'OMT à Marrakech. Cet événement qui nous donne une lueur d'espoir dans l'industrie touristique, notamment dans un contexte où les campagnes de vaccination démarrent dans l'ensemble, on va dire, du monde. Et là encore, notre pays a été précurseur sur le continent africain. Des campagnes qui viennent rebooster la communauté touristique planétaire et les opérateurs marocains en particulier, notamment grâce à cette manifestation mondiale qui se tiendra au courant du 4e trimestre 2021 et qui a pour ambition de relancer le secteur. J'espère que l'image s'éclaircira pour le Maroc et qu'il saura relancer son industrie touristique. Marrakech sera le lieu d'une rencontre que l'on organise avec le Maroc, où seront représentés plusieurs gouvernements et plusieurs opérateurs privés afin de discuter de l'avenir du tourisme. Au Maroc, les pertes du secteur touristique ont atteint 18,3 milliards de dirhams au terme des 7 premiers mois de l'année 2020, soit un retrait des recettes de 44,1%. Le tourisme mondial qui a fait un bond de 30 ans en arrière selon l'Organisation mondiale du tourisme qui est basée à Madrid. Le secteur frappé par l'effet du Covid-19 a perdu 1300 milliards de dollars en 2020. Ce chiffre représente plus de 11 fois la perte enregistrée pendant la crise économique mondiale de 2009 et correspond à une chute de 74% des arrivées de touristes dans le monde par rapport à 2019. Parlons à présent de l'Union africaine, dont le Conseil exécutif a entamé ce mercredi par visioconférence les travaux d'une session en prélude au 34e sommet ordinaire de l'Union avec la participation du Maroc. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui intervenait lors de la séance d'ouverture, a décliné les points marquants des priorités de l'action et de la Commission durant ces 4 dernières années, en citant notamment l'intégration régionale, la paix et la sécurité, l'environnement et l'affirmation de l'Afrique sur la scène internationale. L'un des sujets phares de cette 38e session du Conseil exécutif est le renouvellement des instances de l'Union africaine. Amina Benkhalq est là pour nous en parler dans sa chronique « Un œil sur le monde ». Amina, bonsoir. Alors, comment s'annonce l'élection des nouveaux présidents des commissions de l'organisation panafricaine ? Bonsoir Ihsan. Alors à ce stade, nous disposons uniquement des noms des présidents, des candidats à la présidence des commissions. Ils sont 25 au profil en lice pour 6 portefeuilles en attendant le vote qui devrait bientôt avoir lieu. Le suspense est inexistant concernant un poste en particulier, celui du Tchadien Moussa Faki Mahamat, qui sera reconduit en tant que président de la commission de l'organisation panafricaine pour 2021-2024. L'ancien ministre des Affaires étrangères est d'ailleurs seul candidat à sa succession. Dans cette course au poste de commissaire, il y a également de grands favoris comme l'ambassadeur nigérian Bankole Adoye qui devrait remporter le très convoité portefeuille Affaires politiques, paix et sécurité. Une chose est sûre, Ihsan, c'est que la présidence algérienne de cette commission est bel et bien finie. Et pour de nombreux observateurs, quelle que soit l'identité des nouveaux commissaires élus parmi tous les candidats, l'Union africaine s'apprête à changer de visage. Je rappelle enfin, Ihsan, que cette session se tient en prélude au 34e sommet de l'UA. Un 34e sommet, Amina, aux enjeux multiples prévus les 6 et 7 février. Des enjeux, Ihsan, mais aussi des défis à relever pour le nouveau président de l'Union, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, qui sera officiellement à la tête de l'organisation panafricaine à partir de samedi, en dehors de la gestion de la ZLECAf, la zone de libre-échange économique. Un sujet en particulier monopolisera les discussions. Pas très compliqué de deviner lequel, Ihsan. Il s'agit
évidemment du coronavirus et précisément de la course au vaccin. L'Union africaine s'est dotée jusque-là de 670 millions de doses, mais cela reste bien en dessous des besoins en Afrique, estimés à 1 500 000 doses. Ce sera l'unique moyen d'immuniser 60% de la population, mais surtout d'éviter que notre continent soit laissé pour compte dans la lutte mondiale contre l'épidémie. Merci Amina pour cet éclairage. On vous retrouve la semaine prochaine. L'avenir de la Libye se joue cette semaine en Suisse. L'ONU a sélectionné 75 personnalités selon un système de quotas pour chacune des 3 régions du pays, mais aussi des tribus influentes, des milices les plus puissantes et des diverses sensibilités politiques. Cette assemblée que la Suisse a réussi à réunir malgré la pandémie doit choisir parmi 45 candidats les 3 membres du futur conseil présidentiel ainsi qu'un nouveau Premier ministre et ses 2 adjoints. Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants. Un point à présent sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde, avec notamment Bruxelles qui envisage les vaccins russes et chinois. La présidente de la Commission européenne s'est montrée ouverte à un accès des vaccins chinois et russes au marché européen à condition qu'ils se soumettent à l'évaluation du régulateur européen. Plus de 100 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 ont été administrées dans le monde, moins de 2 mois après le lancement, début décembre, des premières campagnes de vaccination de masse. Arrêtons-nous à présent, comme tous les soirs, sur les chiffres du Covid-19 au Maroc. Durant ces dernières 24 heures, 774 cas de contamination ont été enregistrés. Durant ce même intervalle, 14 décès ont été annoncés. Pour ce qui est des guérisons, 933 rémissions ont été répertoriées par le ministère de la Santé à travers les différentes régions. Et pour ce qui est de la campagne de vaccination, sachez qu'à ce soir, 18 h, plus de 308 000 personnes ont été vaccinées. Le chiffre est communiqué chaque jour par le ministère de la Santé. Parmi ces bénéficiaires de la première phase de l'opération de vaccination, il y a les étrangers résidant au Maroc. Après s'être inscrits avec le numéro de leur carte de séjour sur le site Liqah Corona ou en ayant envoyé un SMS gratuit au 1717, ils sont orientés vers un point de vaccination. Exemple à Agadir où nous avons suivi Guy et Jeanne, des ressortissants français âgés de plus de 75 ans. Rafik Agomat pour les images, le récit est de Jazel Hmel. Accompagné de sa femme, Guy est venu dans ce centre de santé afin qu'ils puissent tous les 2 recevoir leur première dose de vaccin. Résidant au Maroc depuis 15 ans et âgé de plus de 75 ans, le couple fait partie des personnes prioritaires à se voir administrer le vaccin. Je suis venu au 1er arrondissement qui nous a envoyés ici et tout s'est déroulé parfaitement comme d'habitude au Maroc. Nous sommes renseignés où il y avait un dispensaire. Celui-ci nous a été indiqué. On a été bien reçus partout et notre rendez-vous a été pris. Population cible, ces Français ont pu décrocher leur rendez-vous, notamment grâce à leur carte de résidence, suivant les mêmes démarches que pour les Marocains. Le résident étranger s'enregistre grâce à un SMS au 1717 et un rendez-vous lui est octroyé. Il doit se rendre le jour J à la station de vaccination pour se faire vacciner. Ici, à Agadir, 16 centres de vaccination sont opérationnels. 7 se chargent de traiter les personnes âgées de plus de 75 ans et 9 unités mobiles assurent la vaccination des autres catégories de la population en première ligne dans la lutte contre le coronavirus. Restez avec nous à suivre en deuxième partie de ce journal. Le décret permettant le lancement du Fonds Mohamed VI pour l'investissement au menu du Conseil du gouvernement prévu demain. Pour parler de cet instrument de relance très attendu par les acteurs économiques, Ahmed Kessel, économiste et chef d'entreprise, est notre invité. On terminera avec cet hommage posthume rendu par la Fondation nationale des musées à Mohamed Mellihi, chef de file de la modernité marocaine et artiste cosmopolite. Mellihi était un créateur de génie, un passeur de lumière et de culture.
Mais avant cela, arrêtons-nous sur un secteur qui a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire et économique, celui de l'immobilier. Au cours de la période du confinement, le nombre de transactions, tous segments confondus, a sensiblement diminué. Qu'en est-il aujourd'hui? Les prix ont-ils baissé ou au contraire augmenté? La demande est-elle importante? Élément de réponse dans ce reportage de Izza Sharqi et Mohamed Chahim. C'est l'un des secteurs qui a été touché par cette pandémie, l'immobilier. Demande en baisse, voire inexistante, vestige d'une crise pré-Covid, agents et promoteurs immobiliers se disent actuellement en difficulté. Et si la demande a baissé, les prix, eux, sont restés stables. Le secteur immobilier est l'un des secteurs les plus impactés par la Covid-19. Néanmoins, au niveau du prix, n'a pas connu de changement parce que déjà l'immobilier a été déjà touché avant la Covid-19. Une baisse de vente qui avoisine les 90% depuis le début de la pandémie, voire même un arrêt total de l'activité, surtout pendant les 3 mois de confinement. Alors malheureusement, nous ne pouvons pas baisser les prix parce qu'ils sont très étudiés, ils sont très corrects. Même cas de figure pour les logements économiques qui s'adressent en grande partie aux employés du secteur touristique, eux aussi touchés par cette crise sanitaire. La principale clientèle, ce sont les employés de tourisme. Donc malheureusement, ils sont tous en arrêt. Les frontières sont en arrêt aussi. Nous avons une clientèle de MDM. J'ai trouvé ce que je recherchais. On m'a dit que le prix était de 250 000 dirhams. Ici, c'est différent d'autres lotissements. Il y a une meilleure finition. Pour un logement au standing, il faudra compter entre 10 000 et 14 000 dirhams le mètre carré. Le logement économique, quant à lui, est évalué à environ 7 000 dirhams le mètre carré. Autre secteur, celui du marché automobile des voitures neuves qui démarre l'année sous de bons auspices selon l'Association des importateurs de véhicules au Maroc, l'AIVAM. Les chiffres relatifs aux ventes du premier mois de cette année ont augmenté de 6,65% par rapport à la même période de 2020. Le décret permettant le lancement du fonds Mohamed VI pour l'investissement au menu du Conseil du gouvernement prévu demain, un instrument financier qui sera doté d'une enveloppe de 45 milliards de dirhams en vue d'assurer le financement de projets de partenariat public-privé, stimuler l'investissement dans des secteurs prioritaires, mais aussi renforcer les capitaux et fonds propres des entreprises marocaines. Selon le ministre de l'économie, Mohamed Ben Chaboun, le fonds sera structuré dans une première phase autour de 6 fonds thématiques. L'un d'eux sera réservé à l'innovation. Pour parler de cet instrument de relance très attendu par les acteurs économiques, Ahmed Ksel, économiste et chef d'entreprise, est notre invité. Monsieur Ksel, bonsoir. Bonsoir. Alors, première question, quel rôle est appelé à jouer le fonds Mohamed VI pour l'investissement dans ce grand chantier qu'est le redémarrage de la machine économique? D'abord, merci pour votre invitation. Seulement, il faut préciser que le fonds, c'est un fonds qui est souverain. C'est la première fois que le Maroc se dote d'un fonds structurant, un fonds stratégique qui est érigé par la loi 76-20, qui a fixé le contour, c'est-à-dire la gouvernance, la mission et les objectifs de ce fonds. C'est-à-dire que ce fonds, il va être un fonds dédié principalement à l'investissement, c'est-à-dire des prises de participation dans les entreprises. C'est l'inverse de ce qui se fait jusqu'à maintenant, parce qu'on a des fonds classiques comme le fonds Hassan II, le fonds de l'accélération industrielle, le fonds de développement agricole, ce sont des fonds de subvention. Or là, ce n'est plus le fonds de subvention, c'est un fonds qui va être dédié principalement à restructurer l'économie nationale, à mettre sur les rails de nouveaux projets structurants et développants. Et comme vous l'avez bien dit, c'est un fonds qui va développer un autre chantier, celui de partenariat public-privé. Comme vous le savez, le budget de l'État ne peut plus aujourd'hui faire face à toutes les demandes, et on l'a vu pendant le corona, où certains secteurs ont souffert, ou surtout des entreprises qui ont du mal à lever des fonds, ou surtout les fonds propres. Donc ce fonds, il vient pour structurer, moderniser l'économie marocaine. On va revenir tout à l'heure sur les outils pour qu'ils permettent de relancer et de mobiliser l'économie marocaine. Alors 2020 a été une année éprouvante pour les entreprises marocaines, avec notamment une hausse du taux de défaillance de 22% selon les chiffres d'Inforisque. En tant que chef d'entreprise, quels sont les défis mais aussi les enjeux pour les entreprises marocaines en 2021 ?
D'abord, c'est reprendre l'activité. Ce que nous espérons, je crois, avec la campagne de vaccination aujourd'hui, a donné confiance, parce que c'est très important, la réussite. Le Maroc a bien fait de mettre cette campagne de vaccination pour redonner confiance. Et la confiance, c'est le moteur principal de l'investissement et de la consommation. Donc la confiance va revenir, et quand il revient, et il va permettre à l'investissement de redémarrer, et aussi à la consommation de redémarrer. Donc l'entreprise, qu'est-ce qu'elle attend aujourd'hui? 3 choses. 1, c'est le financement. Et je crois que l'État a joué un rôle très important avec le fonds Oxygène et le fonds Relance, qui a permis à beaucoup d'entreprises de continuer à exister. 2, c'est permettre aussi de retrouver les marchés, parce qu'aujourd'hui, le plus grand, c'est l'exportation, et certains secteurs ont souffert de l'exportation, comme le textile, le tourisme, qu'on venait de le signaler tout à l'heure. Et 3e chose, c'est aussi les compétences, parce que l'un des facteurs le plus important, c'est les compétences humaines pour pouvoir construire une économie moderne. Donc là, c'est vraiment les principaux défis de l'entreprise marocaine pour l'année 2021. Alors, en plus de l'action du Fonds Mohamed VI pour l'investissement, quels sont les autres leviers à actionner pour soutenir les entreprises dans leur effort et pour cette sortie de crise? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs outils qui existent déjà, soit à travers la Caisse centrale de garantie, qui a mis en place beaucoup de fonds ou beaucoup d'outils pour permettre à l'entreprise de reprendre. Le système bancaire aussi, qui joue un rôle très important en matière de financement. Mais ce qui est le plus attendu aujourd'hui, c'est le fonds d'investissement, le fonds Mohamed VI pour l'investissement, qui est venu à un point nommé pour permettre, si vous voulez, à l'État de souffler un peu à travers son budget et de permettre au privé d'aller dans des secteurs structurants, courageux et audacieux. Jusqu'à maintenant, le privé s'est limité à des petites activités de transformation. Or, demain, on a besoin des autoroutes encore, on a besoin des chemins de fer, on a besoin des ports, des aéroports, des barrages. Le fonds a pour rôle de jouer un rôle d'attractivité pour le secteur privé national, international, d'aller dans ces grands chantiers. Et l'autre rôle aussi de ce fonds, et j'espère qu'il va le jouer, c'est celui d'amener beaucoup d'entreprises à aller sur la bourse de Casablanca et à vraiment activer le marché des capitaux. Parce que jusqu'à maintenant, la structure de capitalisme marocain, c'est une structure familiale, vraiment des PME et PMI qui sont là. Or, demain, il faut amener la pérennisation et la modernisation de ce secteur par l'introduction en bourse et par le financement, par le marché, au lieu qu'il soit financé uniquement par le secteur bancaire. Voilà, d'une manière générale, un peu le rôle de ce fonds. Merci pour cette analyse. Ahmed Kessel, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Je vous propose à présent d'aller du côté de Merzouga et dans la région où les nomades souffrent de la crise sanitaire. Il n'y a plus de touristes depuis plusieurs mois et donc pas de revenus. Ils espèrent un retour à la normale. Reportage Abd Samad Taam, le récit est de Rita Sah. Un calme olympien règne depuis plusieurs mois dans ce désert, une situation à laquelle n'étaient pas habitués Aïcha et ses proches, car dans ces tentes plantées tout près des dunes de Merzouga, ils recevaient au quotidien la visite de dizaines de touristes. Ils venaient nous rendre visite chaque jour, nous avions de quoi subvenir à nos besoins. Maintenant c'est plus difficile. À 60 km au sud de Merzouga, à bord de leur 4x4, de nombreux visiteurs faisaient une halte dans ce désert de pierre et découvraient ainsi la vie et l'histoire de ces nomades. Avec l'arrivée de la pandémie, ces derniers se retrouvent presque seuls au monde. Les touristes venaient, nous prenaient en photo, nous et les enfants, mais c'était il y a plus d'1 an. Quand il y avait des touristes, il y avait beaucoup d'activités, mais avec le Covid, tout a changé. Aujourd'hui, de nombreuses familles ont du mal à joindre les deux bouts avec un quotidien de plus en plus rude. Ces nomades espèrent ainsi le retour prochain des touristes et poursuivent malgré tout leur chemin avec le sourire au beau milieu de ce décor féerique, un habitat atypique qui n'a pas de prix. Les Jeux olympiques de Tokyo, reportés l'an dernier à 2021 en raison de la pandémie, auront lieu, quoi qu'il arrive, concernant l'évolution de la crise sanitaire. C'est ce qu'a assuré le président du comité d'organisation japonais. De nouveaux détails sur les contre-mesures face au coronavirus doivent être dévoilés. Des décisions difficiles sur le nombre de spectateurs, allant jusqu'à un possible huis clos, devraient être prises au printemps.
On termine cette édition avec cet hommage posthume rendu par la Fondation nationale des musées à Mohamed Mlihi, chef de file de la modernité marocaine et artiste cosmopolite. Mlihi était un créateur de génie, un passeur de lumière et de culture. Ses créations artistiques ont fait l'objet de nombreuses expositions dans le monde et plusieurs rétrospectives lui ont été consacrées. Oussama Al-Bqali. Bleu azur, déferlant de vagues, Youssef Mlihi voit certainement dans ce tableau souvenirs et inspiration. Car dans la famille, l'art visuel est transmis de père en fils, de Mohamed Mlihi, grand peintre de l'abstrait, dont les tableaux sont imprégnés de géométrie. Le fils a trouvé son aspiration à l'architecture. Son œuvre ne se limite pas à la toile. Il a également réalisé des sculptures, des fresques murales, dont il a fait à Asséla un véritable festival. Asséla, sa ville de cœur, dont il fera sa muse éternelle, reprenant ses vagues dans quasiment chacun de ses tableaux. Une partie de l'œuvre de Mlihi sera exposée de manière permanente dans cette salle du musée Mohamed VI, qui porte désormais son nom. Qui va permettre de donner cette œuvre à voir, de la donner à voir aux écoliers, aux jeunes Marocains, et de toutes les personnes qui travaillent dans le monde de l'art et qui sont dans cette recherche de l'esthétique. Nous rendons aujourd'hui hommage à un artiste qui a marqué l'histoire de la peinture marocaine. Et de ce fait, nous allons, et ça vous devez le savoir, toujours être là pour mettre la peinture marocaine et la peinture nationale toujours en évidence. Chef de file du mouvement du modernisme au Maroc, notamment en fondant l'école de Casablanca durant les années 70, Mlihi est un de ces peintres qui ont le plus marqué la scène artistique marocaine de la deuxième moitié du siècle dernier. Grâce à cette exposition permanente, il inspirera sans doute de nouvelles générations d'artistes. Avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Son Altesse Royale, la princesse Lal Hasna, participe par visioconférence au lancement par l'UNESCO de la décennie des océans. Lors de son allocution, Son Altesse Royale a rendu hommage à l'engagement personnel et actif de Sa Majesté le Roi sur les questions climatiques et environnementales. Le Maroc organisera la prochaine Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme à Marrakech en octobre 2021. Une lettre d'intention confirmant cet engagement a été signée par le Royaume et le secrétaire général de l'OMT en visite officielle au Maroc. L'Union africaine s'apprête à tenir son 34e sommet ordinaire avec la participation du Maroc. Amina Ben Khalq nous a parlé dans sa chronique Un œil sur le monde des enjeux de cette rencontre prévue les 6 et 7 février. La campagne de vaccination se poursuit. Plus de 308 000 personnes ont été vaccinées à Agadir. Nous avons suivi Guy et Jeanne, des ressortissants français âgés de plus de 75 ans, bénéficiaires de la première phase de cette opération. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2m. Le prochain journal Al-Masaïa vous sera présenté par Zakaria Ait Abdelmjid, juste après confidence de presse avec Abdullah Tourabi qui reçoit ce soir Aziz Rbah, ministre de l'Énergie et des Mines. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain si tout va bien. Excellente soirée à tous.